Dans l'actualité de ce 16 août, 3 organisations de la société civile montent au créneau encore une fois pour dénoncer, disent-elles, la lenteur de la justice dans les affaires qu'elles qualifient de tuerie de masse comme à Irgou et d'assassinats ciblés comme les 2 responsables de l'ODJ tués dans la province du Yaga. Elles annoncent une marche silencieuse suivie d'un sit-in devant l'hôpital du district de Bogodogo, manifestation prévue demain, 17 août. Dans le procès du putsch manqué de septembre 2015, les plaidoiries de la défense continuent à la barre ce vendredi. Les avocats du général Djibril Bassolé, ils ont remis en cause la recevabilité d'une des pièces à conviction essentielles de l'accusation, les fameuses écoutes téléphoniques, les détails tout à l'heure. Et puis, il s'appelle Boukaré Zungrana, il est transporteur, propriétaire d'une trentaine de véhicules, mais il a une passion, la télévision BF1. Résultat, sur chacune de ses voitures, il a fait mettre les sigles BF1 bien visibles devant chaque engin. Nous sommes allés à sa rencontre, vous entendrez jusqu'où il est allé pour montrer son attachement à BF1. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Nous ouvrons ce journal avec la suite des plaidoiries de la défense dans le procès du putsch manqué de septembre 2015. Ce vendredi, ce sont les avocats du général Djibril Bassolé qui étaient à la barre. Ils ont focalisé leur défense sur l'une des preuves fondamentales de l'accusation, les fameuses écoutes téléphoniques entre leurs clients et l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Soro Guillaume, preuve qu'ils ont déclaré irrecevable. Le résumé de l'audience avec Roméo Koyeta. Cela fait environ 5 mois que le général Djibril Bassolé n'assiste plus aux audiences au tribunal militaire pour cause de santé. Mais cela n'a pas empêché ses avocats de plaider pour lui, même à son absence. Parmi la pléiade d'avocats qui le défendent, un seul a pris la parole à l'audience du jour. Maître Dieudonné Bonkungu a d'abord essayé d'expliquer les raisons qui ont conduit aux événements de septembre 2015. Il évoque notamment la division au sein de l'armée, la manipulation selon lui de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida et surtout la loi d'exclusion, la loi dite loi shérif. Il a ensuite longuement mis en cause l'instruction du dossier du coup d'État. Une instruction bâclée qui, selon lui, ne permet pas d'avoir les bases d'un procès équitable. Concernant les charges retenues contre le général Djibril Bassolé, notamment la complicité d'attentats à la sûreté de l'État, les meurtres et coups et blessures volontaires, l'avocat relève ce qu'il qualifie d'incohérence dans la démarche de l'accusation. Il demande comment peut-on prétendre que le général Djibril Bassolé a commencé à apporter son aide aux putschistes à partir du 27 septembre et l'accuser pour des infractions qui ont été commises antérieurement à cette date, notamment l'attentat à la sûreté de l'État qui pour lui prend fin à partir de la réinstallation au pouvoir des autorités de la transition le 23 septembre. Il y a aussi les charges de meurtres et coups et blessures volontaires qui pour lui ont toutes été commises avant le 27 septembre 2015. En tout cas pour l'avocat, si justice équitable il y a au Burkina Faso, le juge devrait acquitter le général Djibril Bassolé de ses charges pour infraction non constituée. En ce qui concerne les écoutes téléphoniques entre Bassolé et Soro Guillaume et certains officiers de l'armée ivoirienne, l'une des principales pièces à conviction du parquet, l'avocat a encore une fois de plus remis en cause leur fiabilité. Pour lui, le fait qu'on ne connaisse pas leur origine et qu'aucune expertise de reconnaissance vocale ait été faite, ces écoutes ne peuvent pas être retenues comme élément à charge contre son client. D'ailleurs, il pense que le seul tort du général Djibril Bassolé, c'est d'avoir voulu se porter candidat à l'élection présidentielle de 2015. Sinon, dans les faits, il n'y a aucun acte matériel de son implication dans ce putsch. Il demande donc au tribunal de le relaxer. La prochaine audience, c'est pour le lundi prochain. Voilà les plaidoiries de la défense qui continuent allègrement. Et comme vous pouvez le constater, le procès tant attendu du putsch manqué suit son cours
lentement mais sûrement. Tout le contraire de ce dossier que certaines organisations de la société civile qualifient de tuerie de masse et d'assassinat ciblé. C'est ce que pensent 3 organisations de la société civile. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés et l'organisation démocratique de la jeunesse accusent le pouvoir et l'appareil judiciaire d'user de manœuvres pour bloquer les enquêtes. Ils annoncent une marche silencieuse demain pour demander que toute la lumière soit faite sur ces affaires. Archimède Boy, Obenguebré. Scandalisés, indignés, ils le sont sur cette table. Bientôt 3 mois que 2 responsables de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ ont trouvé la mort dans des circonstances non encore élucidées à Seba, dans la province du Yaga. Les mois s'écoulent, la lumière tarde à venir, l'autopsie tant souhaitée n'a pas eu lieu. Pour les demandes d'autopsie, dans le cas des 2 militants de l'ODJ, après avoir réalisé les examens scanographiques, le médecin légiste a déclaré que l'opération ne pouvait se réaliser parce que les corps ont été manipulés et formulés. L'indignation, c'est aussi sur les procédures judiciaires relatives aux assassinats ciblés et celles relatives aux assassinats de masse de Ban, Kan, Yirgou et Zignari. Les familles des victimes et nos organisations attendent impatiemment que la lumière soit faite afin que leurs proches et compagnons de lutte puissent organiser des obsèques dignes pour honorer leur mémoire. Aussi, les auteurs et commanditaires de ces différents crimes odieux doivent-ils être identifiés et punis à la hauteur de leur forfaiture. Le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, le CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés et l'ODJ semblent avoir leur petite idée sur les auteurs des blocages. Le doigt accusateur est pointé sur le pouvoir en place. Ni le caractère ignoble et odieux de ces assassinats, ni l'indignation et la réprobation légitime exprimée par des citoyens et des organisations à l'échelle nationale et internationale n'ont fait bouger les autorités en charge de ces dossiers et leurs maîtres. En lieu et place d'un traitement diligent et sérieux des dossiers, des responsables de nos organisations et des proches des victimes font face à la stigmatisation, à des intimidations, à des menaces et à des manœuvres dilatoires. L'audience du 24 juillet 2019, accordée par le ministre de la Justice, savoir M. René Bagoro, au premier responsable de nos 3 structures et à un des avocats de familles de victimes, a laissé entrevoir des espoirs qui se sont vite dissipés. Au regard de toutes ces péripéties, nous sommes en droit de nous demander légitimement à qui profitent ces assassinats. En tout cas, le MPP et ses alliés, qui gèrent l'appareil politico-judiciaire et militaire, jouent sur le temps et la lassitude des parents et compagnons de lutte des victimes. Une lutte que les organisations n'entendent pas abandonner. Elles annoncent une série d'actions, des marches-meetings pour exiger vérité et justice sur les différents dossiers de crimes de sang. Déjà une marche silencieuse, un recueillement suivi d'un sit-in devant l'hôpital de district de Bogodogo à Ouagadougou est prévu ce samedi 17 août. Dans le secteur du transport, ce sont les micmacs en prélude à la mise en place d'une fêtière. Les lignes bougent chaque jour entre les chauffeurs et les propriétaires des camions, le tout dans un climat de suspicion, de trahison ou encore de corruption. C'est selon le camp où on se trouve. Et c'est dans cette atmosphère que l'UNATRAF a procédé hier à l'installation de sa section du Kadiogo. Archimède Boy, Arsène Konditamde. L'affaire fait grand bruit dans le milieu des transports. Une vidéo publiée sur le site d'information en ligne Radar Info montrant le président de l'OTRAF, l'organisation des transporteurs routiers du Faso, en compagnie d'autres acteurs. Au cœur de cette rencontre secrète, un pacte de non-trahison dans le cadre de la future fêtière des organisations de transporteurs. Cette vidéo est brandie par les adversaires du président de l'OTRAF, Issoufou Maïga, comme une preuve de ses manœuvres pour prendre les rênes de la fêtière malgré des oppositions. Ce 15 août à Ouagadougou, le voici aux côtés des membres de l'UNATRAF, l'Union nationale des transporteurs routiers autonomes du Faso. La section Kadiogo de cette organisation se met en place. L'occasion est bonne pour en savoir davantage sur la fameuse vidéo. Mais visiblement, le sujet gêne. Sans commentaire. Non.
Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Bon, j'ai vu la vidéo, mais je n'étais pas adhéré. Je ne peux pas répondre à ça. Je ne peux pas répondre à ça. On n'en saura donc pas davantage. À l'UNATRAF, on a choisi de jouer la carte de l'apaisement. Dans une famille, même dans le vote d'un pays, s'il y a l'opposition, il y a le parti au pouvoir. Donc, c'est la même chose comme vous voyez. On est 19 syndicats. Tous 19 syndicats à une coalition, il faut un malentendu avant de s'organiser. Le Lalé Naba est le parrain de cette cérémonie d'installation de la section Kadiogo de l'Union nationale des transporteurs routiers autonomes du Faso. Lui aussi appelle au calme et au dialogue pour sortir de la crise qui secoue le secteur des transports. Il ne faut pas dramatiser les problèmes entre les hommes. Il faut travailler plutôt à leur réconciliation, à leur cohésion, à leur médiation, à leur bonne entente. Dans le camp de Issoufou Maïga, on confie que contre vents et marées, la fêtière sera mise en place, mais avec qui comme président? La question reste entière. Les 19 membres du bureau de la section Kadiogo de l'UNATRAF installés ce 15 août entendent jouer leur partition pour un climat apaisé dans le secteur des transports, gage de prospérité dans les affaires. Comme annoncé en titre, allons maintenant à la rencontre de ce transporteur qui démontre sa sympathie pour la télévision BF1 d'une manière toute particulière. Sur chacun de ces 30 véhicules sont estampillées les initiales BF1 sans rien attendre en retour. Une histoire singulière que nous avons essayé de comprendre. Direction donc la gare routière de Ouagadougou. C'était très tôt ce matin. Arsène Konditamde. 5 h du matin, sur le site provisoirement aménagé pour servir de gare routière à Ouagadougou. C'est l'heure des premières manœuvres avant de prendre la route pour ces minibus estampillés BF1. Direction Léo et Puitenga pour les uns, Manga et Dissine pour les autres. Mais avant, il faudra faire quelques escales pour trouver des clients. Premier détour au quartier Nagré. Cela fait pratiquement 2 années que Tibila Zundi conduit ce minibus. Nous sommes venus chercher des passagers qui habitent loin. Grâce à mon collaborateur, on a pu arrêter ce rendez-vous. Ensuite, nous irons devant pour récupérer d'autres clients. Nous sommes tous des fans de BF1. Nous aimons ce que fait cette télé. Les véhicules avec l'enseigne BF1, comme celui que conduit Tibila Zundi, il y en a de plus en plus sur les routes du Burkina Faso. Derrière cette stratégie, un homme, Boukari Zungrana, grand fan de la télévision BF1. Depuis près d'une décennie, il a associé l'image de marque de BF1 à son activité. J'ai décidé d'utiliser les enseignes BF1 par amour pour cette télé. Chez moi, je ne regarde que ça et ça me fait beaucoup de bien. C'est tout cela qui m'a motivé et ça fait 10 ans que ça dure. La réalisation de cette enseigne coûte pourtant une petite fortune. 60 000 francs CFA par véhicule, la télévision au cœur de nos défis vaut bien de sacrifices. Vous voyez ces enseignes, ça coûte 60 000 francs CFA pour un seul véhicule. Évaluez pour les 30 véhicules que j'ai et vous verrez tout simplement combien ça m'a coûté. L'argent n'est pas un problème, même si c'était à 100 000 francs CFA, je l'aurais fait car j'aime BF1. Près de 10 ans que l'enseigne BF1 accompagne ses véhicules sur les routes nationales et tout se passe pour le mieux. Le temps passe, la confiance demeure entre Boukari Zungrana et sa télévision préférée. Un mariage qui porterait même chance aux activités du transporteur. Ce que je fais est vraiment bénéfique pour moi et mes activités. Ça me porte chance parce que depuis que j'ai mis ces enseignes sur mon véhicule, on ne fait pas d'accidents, encore moins des accidents mortels. Je crois que c'est un porte-bonheur. La confiance placée en BF1 par Boukari Zungrana vient confirmer la bonne réputation dont jouit la télé au sein du public depuis ses débuts en janvier 2010. C'est ce type de confiance qui lui permet de cumuler plus d'1 300 000 téléspectateurs par semaine.
Tout autre chose, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales vient de boucler une tournée dans les régions du Burkina. Le FPDCT est allé visiter les différentes infrastructures qu'il a contribué à réaliser. Eh bien, parmi elles, certaines accusent des retards considérables quand d'autres n'ont pas connu un début de construction, et ce malgré que dans certains cas, les fonds aient été entièrement débloqués. Arsène Konditambe. À voir de près l'infrastructure, un seul sentiment se dégage, l'indignation. Une bâtisse financée à plus de 220 millions de francs CFA, mais qui ne profite à personne. La gare routière de Banfora, construite depuis presque 10 ans, ne fonctionne pas. Les populations riveraines n'ont pas été associées comme il le fallait. Conséquence, elles refusent de quitter les lieux. Lancer le projet, il faut réinstaller. Donc c'est cette question-là qui, franchement, exactement. L'autre infrastructure financée par le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales est située dans le Oué, des salles de classe à Toussiana. Les travaux traînent depuis 2016. La faute à une défaillance de l'entreprise. Alors, comme je le disais, c'est sous la maîtrise d'ouvrage direct de la commune que le financement se fait. Donc, chacun prend ses responsabilités. Voilà, le fonds a financé. Les difficultés en partie, bon, je veux dire même sont dues à la défaillance des entreprises. Mais il y a aussi les textes pour les passations des marchés aussi, qui ne facilitaient pas en tout cas la tâche à ce niveau. Quand on dit c'est le moins 10 ans, bon, moins 10 ans, même s'il vient pour un marché de 15 millions, il vient, il dit bon, 8 millions, il est moins 10 ans. À Dédougou, une belle salle de spectacle a vu le jour, mais le hic est que l'infrastructure n'apporte pas de ressources aux collectivités territoriales. Le gérant censé verser 200 000 francs CFA par mois est réputé mauvais payeur. À Koudougou, dans le centre-ouest, le projet de construction d'un abattoir municipal est en souffrance depuis 2008. Le projet a été modifié à plusieurs reprises et à ce stade, c'est un défaut d'alimentation en eau qui est évoqué par la mairie responsable de la maîtrise d'ouvrage. Dans la région du plateau central, c'est un investissement d'environ 200 millions de francs CFA qui est également non fonctionnel. L'hôtel du conseil régional est déjà réalisé et même équipé. Comme l'abattoir à Koudougou, le problème d'eau empêche le démarrage des activités. Et aujourd'hui, si nous ouvrons l'hôtel sans prévoir, sans prendre des dispositions pour que l'eau soit en permanence dans l'hôtel, je pense que ça ne serait pas une bonne chose, ça ne serait pas une bonne renommée pour l'hôtel du conseiller. Dans la région de l'Est, voici à quoi ressemble le chantier de construction de 2 salles de conférence au conseil régional. Les travaux sont bien avancés, mais l'entrepreneur affirme, selon le conseil régional, être épuisé financièrement à cause de son état de santé défaillant. Les pourparlers sont en cours pour rattraper la situation. Sur chaque chantier en difficulté, les maîtrises d'ouvrage qui ne sont autres que les collectivités territoriales elles-mêmes se sont engagées à changer la donne, mais le directeur général du FPDCT se fait formel. Le fonds a joué sa partition, c'est aux communes de s'assumer. Désormais, des sanctions vont tomber. Mais bien sûr, on va sanctionner positivement les communes performantes, comme on va sanctionner par ce qui est un peu plus ce qui tient à cœur les communes, c'est-à-dire à l'enveloppe par rapport aux communes qui ne sont pas performantes. Arrivé en décembre 2018, Bruno Dipama veut un FPDCT réinventé dans un contexte de raréfaction des ressources. Il annonce des mesures d'accompagnement pour éviter toute dilapidation de fonds. Vous l'avez remarqué, c'est un reportage signé Abdourazak Traoré et non pas Arsène Konditambe. Passons maintenant à cette forme d'entrepreneuriat qui conjugue profit et protection de l'environnement. Comment peut-on la mettre en place? Le sujet était au centre d'un panel organisé par le Profégec. Alexis Belebnaba et Arsène Konditambe nous en disent plus. Il est apparu dans les années 1990, le concept d'entrepreneuriat social. Association, coopérative ou SAS, il est ici question d'économie sociale et solidaire. L'entrepreneuriat social serait une alternative pour accélérer les ODD, les objectifs de développement durable. C'est ce qui est expliqué à ce panel initié par le Profégec, le projet Femmes, Jeunes Entrepreneurs et Citoyenneté.
Nous, on parle de l'entrepreneuriat social en tant que cette pratique des activités économiques qui concilient aussi bien les préoccupations sociales et environnementales, mais aussi avec la recherche donc, de profit. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'entrepreneuriat social, ce n'est pas le tout profit, c'est faire des profits, mais essayer aussi au maximum donc, de tenir compte des préoccupations sociales et environnementales et d'intégrer aussi d'autres préoccupations de la communauté dans laquelle on vit. C'est justement à travers donc, des pratiques économiques, des pratiques sociales vraiment innovantes, des pratiques sociales qui tiennent compte justement de ces préoccupations sociales et environnementales qui peuvent nous permettre justement de corriger. Et l'entrepreneuriat social justement est un facteur idéal justement pour pouvoir développer cet esprit-là, cette conscience-là qu'il faut tenir compte des préoccupations sociales, il faut tenir compte des préoccupations environnementales, il faut tenir compte de l'être humain, il faut tenir compte donc du social dans tout ce qu'on fait. L'entrepreneuriat social existe au Burkina Faso, mais reste peu connu. Ces panélistes ont une mission dans cette salle, informer, former et sensibiliser ces jeunes sur l'entrepreneuriat innovant à fort impact social et environnemental. Il faut d'abord qu'on puisse reconnaître l'entrepreneuriat social. Pour le moment, on ne le connaît pas, il est diffus. Il faut qu'on puisse définir les critères, qu'est-ce qu'un entrepreneuriat social. À partir de ce moment, on peut demander aux autorités, à l'État, aux structures, d'investir dans l'entrepreneuriat social. Mais tant qu'on ne va pas pouvoir l'identifier, tant qu'on ne pourra pas l'identifier, l'isoler, c'est difficile d'apporter du soutien aux entrepreneurs sociaux qui, dans la réalité, jouent un rôle très très important dans nos sociétés. Vous avez vu par exemple le cas de monsieur qui a reçu le prix Nobel de l'environnement alternatif. Donc c'est un cas intéressant. Il a travaillé seul dans son coin, mais c'est tout le Burkina qui profite et tout le monde entier qui en profite. Mais est-ce qu'on peut avoir plusieurs Yacouba au Burkina? Ça, c'est la question. Peut-être qu'ils sont là, mais il faut qu'on les découvre. Il y a des gens qui sont cachés dans leur coin, qui font du bon travail. Il faut qu'on arrive à les connaître, à amplifier leur travail pour que tout le monde entier en profite. Le Proféjac intervient dans un contexte national et sous-régional marqué par une dynamisation de l'écosystème entrepreneurial et une affirmation de la volonté de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Pour le Proféjac, l'entrepreneuriat demeure encore une aventure pour un grand nombre de jeunes Africains. Les entrepreneurs de croissance, mus par l'opportunité, qui ont la volonté et les capacités d'innover et de faire croître leurs activités, sont encore insuffisamment représentés. Les politiques publiques, l'accès au financement et le capital humain sont entre autres les facteurs qui empêchent leur éclosion. Et on termine ce journal avec cette question. Comment permettre aux Burkinabés d'avoir aisément accès à une énergie à coût soutenable, notamment en termes d'électricité, surtout quand on sait les rendez-vous immanquables des périodes de délestage et leurs conséquences? La question était au cœur d'une réunion entre l'autorité de régulation du secteur de l'énergie et la Ligue des consommateurs. Alfred Thioyer. Dans une même salle, des membres de la Ligue des consommateurs du Burkina et de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Une rencontre de travail voulue par la Ligue des consommateurs et qui vise une harmonisation des positions en vue d'un meilleur contrôle et d'une meilleure régulation du secteur de l'énergie. Les acteurs du secteur de l'énergie sont de plus en plus nombreux. Alors il faut que on régule en tout cas ces activités. Dans ce sens-là, l'ARCE est bien située pour ça. C'est une de ses missions. Et nous revenons, nous, acteurs, représentants des consommateurs, d'approcher donc l'ARCE pour voir et comprendre véritablement quel est son rôle sur le terrain, quelle est sa mission, quelles sont ses attributions éventuellement, quel est son fonctionnement, de façon à ce que nous puissions, s'il le faut, l'accompagner pour qu'elle nous accompagne. Le secteur de l'énergie et du sous-secteur de l'électricité en particulier est en proie à de nombreux dysfonctionnements. Le rôle de l'autorité de régulation du secteur est sollicité pour un meilleur fonctionnement du service public de l'énergie. L'une des prérogatives de l'ARCE qui voit dans la rencontre de ce 13 août une opportunité de partenariat. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons la Ligue des consommateurs, ça va être la deuxième fois. Et ça va être l'occasion pour nous de jeter les bases d'un partenariat. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur de l'énergie. Et nous avons mené des activités à l'endroit des autres acteurs que sont l'État, que sont la Sonabel. C'est pour dire que
Lorsque la production est assurée, lorsque nous nous battons pour un prix accessible, ça veut dire que nous maintenons haut le niveau de protection du consommateur. La rencontre va donc plancher sur les prérogatives, fonctions et attributions des deux structures. Elles devraient être sanctionnées par des recommandations visant l'intérêt des consommateurs. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée durant toute cette semaine. Demain, vous aurez rendez-vous avec Aubin Guébré à 19h30. Merci.